RCF. Bienvenue dans la deuxième émission de la saison médiatique proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Le 23 septembre dernier s'est tenu à Strasbourg un procès très attendu, celui de Viviane Schaller et Bernard Christophe. Ces deux pharmaciens alsaciens devaient répondre devant la justice suite à une plainte déposée par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont également l'objet de mesures disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens qui s'est porté partie civile aux côtés de la CPAM. Le verdict est attendu pour le 13 novembre et d'ici là nous éviterons de commenter cette affaire, nous réservant pour une émission complète une fois que le jugement aura été rendu. Les associations de malades de Lyme étaient présentes en tant que témoins à ce procès, puisqu'au-delà des faits qui sont reprochés à Schaller et Christophe, se profile toute la polémique qui entoure la maladie de Lyme. En France, il y a deux versions bien différentes de cette maladie. Il y a la version officielle, enseignée en faculté, dont découlent les règles établies, les protocoles de dépistage et de soins. Et puis, il y a la réalité, dont nous sommes témoins tous les jours, à travers les cas de personnes atteintes par la maladie de Lyme, qui nous contactent en nombre de plus en plus important. L'histoire de Lyme, selon les autorités sanitaires, est la suivante. De retour d'une promenade en forêt, vous remarquez une tique ancrée sur votre peau. Vous la retirez, et quelques jours plus tard, tout au plus un mois, vous observez une rougeur centrée sur le point de morsure. Cette rougeur grandit et prend la forme d'un anneau. Votre médecin, consulté, reconnaît immédiatement un érythème migrant et vous prescrit un traitement antibiotique adapté. Vous le prenez, vous guérissez. Fin de l'histoire. La version officielle reconnaît également que dans certains cas, assez rares, votre maladie de Lyme peut ne pas avoir été diagnostiquée ou soignée à temps et que vous pouvez développer des symptômes plus tardifs et plus graves, articulaires, neurologiques ou cutanés, qui, une fois identifiés et confirmés par un test sérologique, vous donne droit à un traitement efficace. 28 jours d'antibiotiques qui vont venir à bout sans difficulté de cette borréliose tardive. Et là encore, vous êtes guéri, l'histoire est finie. La réalité est tout autre. Pour en parler, notre invitée aujourd'hui est Marie Becerra, qui a contacté France Lyme au cours de l'été. Bonjour Marie. Bonjour. Alors comment tout ça a-t-il commencé pour vous ? Alors voilà, moi, tout a commencé, c'était en septembre 2010. À l'époque, j'étais très sportive et je faisais énormément de jogging. Donc je courais autour d'un lac, il y a pas mal de bois également tout autour. Et donc suite à ce jogging, est apparue tout autour de ma taille une éruption cutanée, donc énormément de boutons qui démangeaient terriblement, avec des violents maux de tête durant une quinzaine de jours, ces maux de tête. Et par contre, j'avais toujours autour de la taille un bouton en forme d'auréole. Et ce bouton, il était différent des autres, il ne grattait pas. Donc ce bouton était particulier et m'intriguait. Donc moi, j'ai tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir de piqûres d'insectes, enfin notamment d'aouta ou de piqûres de tiques. 3-4 jours plus tard, bien entendu, j'ai consulté mon médecin traitant, qui lui a diagnostiqué un érythème polymorphe. Donc sans origine déterminée. Donc là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un érythème polymorphe ? Et il m'a dit, c'est ce que vous avez, plusieurs types de boutons différents. Donc moi, ça m'a un petit peu surprise. Je suis repartie avec une ordonnance de désinfectant et de crème à base de cortisone. Mais je suis pas repartie tranquille parce que dans mon esprit, c'était une piqûre d'insecte. Lui m'a dit non. Et donc, en fait, il n'a pas reconnu l'érythème migrant parce qu'en fait, il était au milieu d'autres types d'éruptions. Et vous n'avez pas reconnu, vous n'avez pas reçu un traitement pour Lyme. Est-ce que vous aviez vu une tique ? Non, justement, je n'ai pas vu de tique, j'ai absolument rien vu. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est cette éruption. Et pour moi, c'était sûr que c'était une piqûre d'insecte. Et donc, j'ai pas eu de traitement pour Lyme. Mais toujours est-il que c'était resté ancré dans ma tête. Et en fin de compte, depuis ce temps-là, c'est parti. Ma santé a vraiment décliné à partir de ce moment-là. Oui, en fait, le fait que vous n'ayez pas vu de tique, c'est pas du tout rare parce qu'on ne remarque pas forcément qu'on a été piqué par une tique. Il faut quand même rappeler que les larves de tique et les nymphes de tique sont très très petites, 0,5 mm pour une larve, à peu près 1 mm pour la nymphe, que même quand elles sont gorgées de sang, elles restent très petites, qu'elles sont souvent placées dans des endroits qui sont peu visibles et qu'elles se détachent spontanément dès qu'elles sont gorgées. Elles ne restent donc pas très longtemps sur le corps. En plus, leur morsure est indolore. Donc, on peut très bien avoir été piqué par une tique et ne pas le savoir. Et vous avez remarqué un érythème, mais ce n'est pas toujours le cas. On estime que ça concerne environ une moitié des malades. Donc, on peut avoir la maladie de Lyme et ne jamais avoir présenté d'érythème migrant.
Et en plus, l'érythème migrant, quand il est présent, il n'a pas toujours la forme caractéristique en anneau. Les médecins généralistes ne le reconnaissent pas toujours et le confondent avec des allergies, des piqûres d'araignées ou n'importe quelle affection dermatologique, comme vous par Oui. exemple, donc un érythème polymorphe. Donc ça n'en est pas resté là. Après l'érythème, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors après cet érythème, donc dès l'hiver 2010-2011, j'ai commencé à être terriblement fatiguée, un manque d'énergie incroyable, avoir des sensations bizarres dans le corps. Je savais pas pourquoi. J'étais prise de malaise. Une fois, je me suis retrouvée aux urgences tellement je me suis sentie mal en pleine nuit. En plus, je dormais, je me suis sentie mal. Donc je me suis retrouvée aux urgences et là on m'a dit mais madame, vous avez fait une crise d'hyperventilation. Et moi, j'y croyais absolument pas puisque je n'ai jamais fait ce genre de crise et j'y croyais pas du tout, quoi. Puis derrière, il y a une myriade de symptômes qui sont apparus de tout ordre. Donc on va détailler un petit peu votre parcours justement, spécialiste par ces spécialistes, si vous voulez bien. En tout, il y a eu à peu près combien de spécialistes différents que vous avez vus? Oh là là, il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup, hein. J'ai vu des ORL, des neurologues, un rhumatologue, une interniste. J'ai consulté plusieurs fois au centre antidouleur. J'ai également vu l'ophtalmologue, cardiologue, rythmologue, endocrinologue, le psychiatre bien sûr. Et après j'ai suivi des médecines parallèles comme l'homéopathie, l'acupuncture. Oui, effectivement, là encore, c'est pas rare du tout. C'est souvent comme ça parce que la maladie de Lyme touche différentes parties du corps. Et donc, ça va être une occasion, avec vous, Marie, de faire un petit panorama de la diversité de tous les symptômes qui peuvent être dus à Lyme. Donc, on va commencer par l'ORL. C'était pourquoi vous avez consulté un ORL? Alors l'ORL, j'en ai rencontré 3 des ORL. En fait, c'est parce que j'avais des vertiges, énormément de vertiges, des sensations d'ivresse. Même lorsque c'était pas des vertiges, c'était oui cette sensation d'ébriété permanente. C'est très désagréable. J'avais des étourdissements, j'avais des nausées. Alors des acouphènes bilatérales, des bourdonnements, des sifflements d'oreilles. J'avais également de l'hyperacousie. Alors l'hyperacousie, c'est une intolérance au bruit, aux vibrations. Et alors, ce qui était terriblement gênant aussi, c'était les chutes d'audition. Parfois, l'audition chutait et elle revenait. Enfin, 2-3 jours après, ça revenait. Parfois, c'était 2-3 heures après. Et j'avais aussi des douleurs dans les oreilles comme une otite, sauf qu'il n'y avait jamais rien, quoi. Parfois, les oreilles étaient juste bouchées. J'avais aussi le nez qui se bouchait. Et vous avez vu donc des ORL, à peu près combien de consultations? Au minimum 8. Au minimum 8 consultations. Et dans ces 8 consultations, 8 à 10 peut-être, j'ai vu 3 ORL différents. Et ils vous ont prescrit, je suppose, des examens ou ils ont réalisé eux-mêmes des examens? Oui, complètement, parce que le premier ORL que j'ai vu m'a guidée donc vers la spécialiste des acouphènes et des vertiges. Donc elle m'a prescrit des médicaments pour les vertiges, donc du bêta-cerque et du tanganil, et également du sibélium, mais à ne prendre qu'en cas de nécessité absolue, parce que le sibélium, semble-t-il, a beaucoup d'effets secondaires. Donc par contre, cette ORL m'a fait passer plusieurs audiogrammes pour vérifier l'audition. Un bilan vestibulaire, une nasofibroscopie. Et à chaque fois que je passais un audiogramme, l'audition était pratiquement normale puisqu'il faut à peu près 15 jours à 3 semaines pour avoir un rendez-vous pour l'audiogramme. Et du coup, c'était jamais lorsque j'entendais mal en fin de compte. Oui, ça c'est souvent ça aussi. Les symptômes de Lyme sont des symptômes qui fluctuent, donc on n'est pas forcément, on se fait pas forcément examiner au moment où le symptôme est là. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc des problèmes auditifs, des problèmes d'équilibre, des problèmes visuels aussi? Alors ça c'est pareil, une fois, c'était pareil à la rentrée 2012, non 2011, je raconte des bêtises, oui à la rentrée 2011, d'un seul coup, durant 3 jours, je voyais tout flou, je voyais pas à 2-3 mètres, je voyais complètement flou. Et là, je savais pas quoi faire. Et bien entendu, aucun ophtalmo ne pouvait me recevoir. Donc, on m'a dit d'aller aux urgences à l'hôpital, chose que j'ai faite. Et là, ils vérifient, ils font les examens nécessaires et tout était normal. Donc, ils ne savaient pas pourquoi je voyais flou. Et la vision, elle est revenue normale quelques jours plus tard. Et régulièrement, de temps en temps, je vois flou. Et vous avez d'autres troubles d'ordre sensoriel, sensitif?
Alors en fin de compte, il y a une hypersensibilité à la lumière. Je suis éblouie par le soleil, donc dès que je sors dehors, je mets mes lunettes de soleil. J'ai des lunettes partout, dans la voiture, dans la maison, partout. Les phares des voitures, donc pour conduire le soir, je conduis pas le soir, j'évite. Hein. Les flashs des appareils photo, ça me gêne terriblement, terriblement. Et vous avez d'autres types, enfin, au niveau de la peau, par exemple, vous avez des troubles de sensibilité au niveau de la peau? Oui, j'ai des neuropathies. Alors les neuropathies, ce sont des fourmillements, des picotements, des engourdissements au niveau des bras, au niveau des jambes. J'ai des brûlures sous la plante des pieds, dans les paumes des mains. Parfois, c'est la peau qui est douloureuse. Rien que le contact d'un vêtement sur la peau, c'est terriblement gênant. Et tous ces symptômes, vous emmenez chez le neurologue? Oui, complètement. J'ai vu 3 neurologues. J'ai eu plusieurs consultations en neurologie. Parce que j'avais énormément de névralgie faciale, névralgie crânienne, névralgie du glossopharyngien, névralgie intercostale, névralgie cervicale, névralgie sciatique. Hein. Et vous avez eu certainement des examens qui ont été effectués? Oui, j'ai eu tout un tas d'examens, donc un électromyogramme, un IRM cérébral, un IRM médulaire, des potentiels évoqués somesthésiques, j'ai eu une biopsie cutanée et tous ces examens se sont avérés normaux. Et donc vous avez vu aussi un cardiologue, vous m'avez dit tout à l'heure? Oui, j'ai vu un cardiologue environ, au moins 6 fois. J'ai eu 4 Holters. Donc un Holter, c'est un appareillage qui enregistre votre électrocardiogramme en continu sur 24 heures. Qu'est-ce qu'on cherchait en fait chez vous? En fin de compte, j'avais énormément d'arythmies, donc les Holters, c'était pour déterminer quel genre d'arythmie et pour compter mes extrasystoles. Et j'en ai eu jusqu'à 15 000 par jour. J'ai même été hospitalisée 4 jours pour faire divers examens, un IRM cardiaque, une échographie cardiaque, une épreuve d'effort, une recherche des potentiels tardifs ventriculaires. Et suite à ça, la cardiologue m'envoie vers le rythmologue parce qu'il était complètement affolé par ces 15 000 extrasystoles et il voulait pratiquer une ablation par radiofréquence. Oui, alors ça, je me suis renseignée un petit peu. Ça consiste en fait à venir brûler certaines parties du corps qui sont soupçonnées de créer en fait d'avoir des foyers de dépolarisation ectopique, c'est-à-dire des endroits où le cœur envoie des signaux de contraction qui sont pas corrects. Donc c'est quand même pas une opération anodine. Ouais. Alors il y a un spécialiste que les malades de Lyme voient souvent à cause des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses et donc qui sont extrêmement fréquentes chez les patients de Lyme, c'est le rhumatologue. Donc vous avez vu aussi un rhumatologue? Oui, j'ai également vu un rhumatologue parce que j'avais des douleurs musculaires, j'avais des craquements au niveau de la mâchoire, des douleurs au niveau des genoux, des doigts, du pouce, des craquements de la colonne, des hanches, des omoplates, j'avais des douleurs et des crampes aux mollets, beaucoup de courbatures de la tête aux pieds. Et donc, examen, etc. Pendant tout ce temps-là, personne n'a vraiment pensé à la maladie de Lyme? Non, pendant tout ce temps-là, personne n'y a pensé. J'ai été la seule à y avoir pensé. Donc, mais les tests de dépistage que j'avais fait en 2011 et en 2013, ils n'étaient pas concluants parce que j'avais les IgG, mais pas les IgM. Et pour le labo comme pour les médecins, ça signifiait que c'était des traces d'une infection ancienne. Et ça pouvait pas expliquer tous mes troubles. Et le rhumatologue, quand même, y a pensé, je pense, à Lyme. À un moment donné, oui, lorsque j'ai mis les résultats des tests sanguins sous le nez du rhumatologue, il m'a dit oui, effectivement, ça peut donner tous ces symptômes-là, mais il voulait me diriger vers un 4e neurologue pour effectuer une ponction lombaire. Et là, moi, j'étais complètement à bout de tous ces examens. Donc tout ça, ça a duré 4 ans, de spécialiste en spécialiste, d'examen en examen. Oui. Mais pendant tout ce temps-là, on vous a quand même posé des diagnostics, au moins. Oui, alors on m'a diagnostiqué 1 an après cette piqûre, on m'a diagnostiqué le syndrome de Gougerot-Sjogren. C'est une maladie auto-immune rare et en fin de compte, ça attaque le système immunitaire, notamment les glandes salivaires et lacrymales. Donc j'ai un syndrome sec au niveau des yeux, de la bouche, du nez, des sinus, de la gorge. Ils l'ont diagnostiqué en fin de compte en effectuant une biopsie des glandes salivaires et des prises de sang. Qui ont attesté que j'avais la maladie de Gougerot-Sjogren. Alors c'est très courant en fait que la maladie de Lyme déclenche des maladies auto-immunes. Parfois, la maladie de Lyme donne des symptômes qui imitent les maladies auto-immunes, donc on est en présence d'un faux diagnostic, mais parfois on a en fait une vraie maladie auto-immune qui est déclenchée par Lyme et qui reste ensuite même après quand on soigne la maladie de Lyme. Donc on va faire une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
vous écoutez Médiatique avec aujourd'hui Marie Becerra qui a un long parcours avec la maladie de Lyme. Marie, on a parlé de tous les spécialistes que vous avez vus, on n'a pas encore parlé du psychiatre, vous n'y avez pas échappé. Ah non, non, j'ai absolument pas échappé au psychiatre. Avec tous les symptômes que j'avais, on m'a dirigée vers le psy assez rapidement, hein, parce que j'avais, comment dire, une très grande nervosité, une irritabilité, des sautes d'humeur. J'avais vraiment du mal à gérer mes émotions, le stress. J'avais des insomnies, alors soit impossibilité de m'endormir, ou je me réveillais trop tôt, ou le sommeil trop assuré, ou alors je ne dormais que 2-3 heures par nuit. Et donc le psychiatre Oui, j'ai vu le psychiatre régulièrement depuis 2 ans. On m'a même hospitalisée durant 8 semaines dans une maison de repos parce qu'on me pensait dépressive. Enfin, on me voulait dépressive parce que moi, je n'avais cesse de dire le contraire. Puis de toute façon, avec tout ce que j'endurais, j'en pouvais plus. Avec tous les troubles que j'avais, tout ce que je subissais, je devenais agressive, violente verbalement. Je savais plus où j'en étais, quoi. Mais au fond de moi, je savais bien qu'il y avait autre chose parce que je ne suis pas d'une nature dépressive et tous ces symptômes et douleurs, ils sont bel et bien là. Ils sont bien présents dans ma vie et je suis ni folle ni affabulatrice, combien même ça en arrangerait quelques-uns. Il y a malheureusement en France beaucoup de malades de Lyme qui sont comme vous mal diagnostiqués. Il faut quand même signaler que parmi les faux diagnostics possibles, qui sont très nombreux, on a un tiercé gagnant, une trilogie qui revient tout le temps. C'est la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et la dépression. Oui. Et après, on a toute la panoplie des maladies auto-immunes. Mais souvent, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est que le diagnostic, on a souvent le qualificatif atypique qui est collé derrière, parce que certains symptômes ne concordent pas tout à fait. Mais comme les médecins ont du mal à admettre qu'ils ne savent pas ce qui se passe, donc en fait, ils vont quand même de toute façon poser un diagnostic, même s'il est atypique. Donc, si le diagnostic est mauvais, ça engendre bien sûr des traitements qui sont inadaptés, inefficaces et qui sont coûteux pour la sécurité sociale, puisqu'ils sont sans efficacité et que du coup, ils sont prolongés indéfiniment. Il faut quand même signaler aussi que certains de ces traitements peuvent se révéler dangereux. Par exemple, quand on donne des traitements immunosuppresseurs, et ça arrive souvent dans les cas à cause des douleurs chroniques, hein, donc on peut donner des anti-inflammatoires stéroïdiens comme de la cortisone. Et s'il y a une infection sous-jacente, bien sûr, ces anti-inflammatoires aggravent l'infection. Et il faut signaler quand même que ça peut conduire, par exemple, dans le cas d'une babésiose, qui est une autre maladie transmise par les tiques, à des décès. Alors bon, c'est pas toujours aussi dramatique. Mais Marie, donc les traitements qu'on vous a donnés, est-ce qu'ils ont amélioré votre état d'une manière ou d'une autre ? Non, absolument pas. Aucun traitement n'a amélioré mon état. Bien au contraire, certains m'ont carrément rendu plus malade que je l'étais, comme les bêta-bloquants. On a tenté les antidépresseurs, bien sûr, mais ça passait pas du tout, donc on a dû très vite les arrêter. Les antivertigineux, ça n'avait aucun effet, ni en positif ni en négatif. Les vertiges, ils vont et ils viennent comme ça les arrange, avec ou sans médicaments. La seule catégorie de médicaments qui m'est aidée un petit peu, c'est les antiépileptiques qui m'ont apporté un soulagement, notamment au niveau des douleurs des neuropathiques et des névralgiques. Donc parmi tous ces symptômes, qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter parmi les symptômes physiques ? Les symptômes physiques, c'est les violents maux de tête, les migraines, les malaises vagos qui m'obligent à m'allonger plusieurs fois dans la journée parce que souvent je suis au bord de l'épuisement. Et psychologiquement, moralement ? Alors là, c'est très difficile aussi à vivre, c'est mes facultés intellectuelles qui dérivent. Je me souviens pas de ce que j'ai fait ou mangé la veille. Je dois tout noter sur un agenda pour pas oublier un rendez-vous, pour savoir ce que j'ai fait dans la journée. J'arrive pas à trouver mes mots lorsque je discute avec quelqu'un. Parfois, je reconnais pas une personne que j'ai pas vue depuis longtemps. Je peux être désorientée sur un itinéraire que je prends très régulièrement et même comme ça, j'arrive à me tromper de direction. Après, j'ai un brouillard cérébral, parfois de façon continue. La concentration, la mémorisation est impossible. Lorsque j'écris, j'inverse les lettres. Je mets 1 heure à faire un courrier, par exemple, que je faisais en 10 minutes avant. Il m'arrive de répéter 3 fois la même chose ou alors de poser 3 fois la même question et je me souviens pas de la réponse. Je mets un temps démesuré à faire mes activités du quotidien comme la cuisine, le ménage, c'est catastrophique. Et sur le plan professionnel ? C'est plus possible, je peux plus avoir d'activité professionnelle, je suis plus capable d'organiser un repas entre amis, je refuse toute invitation parce que je sais jamais dans quel état je serai du jour au lendemain, quoi. Je suis incapable de faire même mes courses toute seule, sinon il faut que je m'accroche au caddie parfois, je sais pas comment je vais rentrer. Et alors ce qui est très très difficile aussi, c'est cette fatigue qui est insurmontable. C'est pour ça que je limite mes sorties vraiment au strict minimum.
Vous avez l'impression d'avoir été baladé d'un spécialiste à l'autre et qu'on s'était débarrassé de vous, en fait, qu'on se refilait votre cas, si vous me passez l'expression, parce que personne ne sait ce que vous avez? Mais complètement, tous les médecins se renvoyaient la balle. C'est-à-dire que le centre antidouleur m'envoyait vers le psy, l'ORL me guidait vers un autre ORL qui m'envoyait vers l'interniste, qui me renvoyait vers l'ORL, la neurologue elle m'envoie vers l'interniste, qui me renvoie vers le psy, et puis c'était une chaîne sans fin. Je pouvais plus aller les voir d'ailleurs. Mmh. Il y a J'avais quand plus la même force. ouais, il y a quelque chose qui a quand même changé assez récemment, donc cet été, vous avez demandé encore une fois une sérologie de Lyme, vous avez de la suite dans les idées. Comment ça s'est passé? En fin de compte, dans mon malheur, j'ai quand même eu un peu de chance, c'est que mon médecin traitant a changé, et là, c'est une jeune femme qui est très à l'écoute, et elle m'a dit, on explorera toutes les pistes. Donc, elle a voulu avoir des résultats fiables sur Lyme, et elle a insisté pour que ces analyses soient envoyées au Centre national de référence des Borrelia à Strasbourg. C'était en juin dernier. Donc, ils ont fait un test ELISA qui était négatif, et ils ont fait un test Western blot qui était positif sur 5 bandes. Donc, la conclusion était résultat significatif dans le sérum, c'est supérieur à 4 bandes en IgG. Donc je me suis donc retrouvée négative et positive à Lyme sur le même prélèvement envoyé au Centre national de référence. Alors ça a dû être assez perturbant pour votre médecin. Je rappelle que le discours officiel, c'est que si le test ELISA est négatif, il est inutile de faire un Western blot qui serait lui aussi forcément négatif. C'est d'ailleurs l'argument qu'avancent les autorités sanitaires pour ne pas rembourser le Western blot en cas d'ELISA négatif. Et les médecins ne sont pas censés prescrire le Western blot si l'ELISA est négatif. Et là, vous avez un ELISA négatif, mais le Western blot, lui, positif. Et ça ne se passe pas dans n'importe quel petit laboratoire de province, c'est le Centre national de référence des Borrelios qui rend ce résultat pour le moins surprenant. Alors je suis curieuse de voir comment ils ont interprété ces résultats contradictoires. En fin de compte, il y a eu 2 comptes rendus différents successivement. Donc en premier lieu, ils avaient fait un test Western blot et le compte rendu est infection à Borrelia burgdorferi. Et après, il précisait le Western blot ne permet pas de différencier une maladie de Lyme évolutive d'une infection asymptomatique ou d'une cicatrice sérologique d'une infection guérie. Oui, là-dessus, il y a absolument rien à redire parce qu'effectivement, la présence d'anticorps montre seulement que vous avez été en contact avec la bactérie. Vous pouvez soit être actuellement malade ou être ce qu'on peut appeler un porteur sain ou encore avoir été malade et être maintenant guéri. Et c'est au médecin d'apprécier en fonction de vos symptômes, de l'examen clinique et éventuellement d'autres analyses, votre état de santé et de dire si vous êtes malade ou pas. Et donc, Oui, alors quelques jours plus tard, en fin de compte, ils ont réalisé qu'ils avaient fait un ELISA et qu'il était négatif. Donc, ils ont complètement changé leur interprétation. C'est devenu réponse rectificative, annule et remplace le compte-rendu précédent qui doit être détruit. Comme évoqué par téléphone, vu que le titre d'anticorps n'est pas significatif et non pas à 29, comme énoncé. Donc, il s'agit probablement d'une cicatrice sérologique. donc, il parle d'un titre à 29 unités par millilitre. C'était celui d'un autre test que vous aviez fait avant, en fait. Oui, tout à fait, oui. Alors moi, je me pose une question quand même. Le laboratoire a-t-il le droit de dire si un patient est malade ou pas? Normalement, c'est au médecin de faire le diagnostic et les analyses biologiques ne sont que des outils au service des médecins. Mais enfin, c'est bizarre qu'une interprétation puisse changer du tout au tout en fonction du résultat d'un autre examen. Mais on comprend que ça embarrasse fortement ce centre qui est supposé être une référence nationale. Parce que d'après eux, l'ELISA est fiable. Et comment pourrait-il expliquer qu'il soit négatif quand le Western blot, lui, est positif? Et ce qui est quand même paradoxal, et ça il faut le dire, c'est que le texte qui fait autorité en France en matière de diagnostic et de traitement de Lyme, à savoir le texte de la conférence de consensus de 2006 dans sa version longue, explique à plusieurs reprises que les tests ELISA ne sont pas très sensibles en donnant des exemples chiffrés très parlants. Par exemple, page 26 de ce protocole, on peut lire: il existe de nombreux réactifs de dépistage présents sur le marché français dont les performances sont variables. À titre d'exemple, une étude évaluant 14 coffrets commerciaux de dépistage montrait une variabilité importante. Dans les neuroborrélioses, la sensibilité en IgG variait de 21 à 98%. Alors une sensibilité de 21%, ça veut dire que sur 100 malades de Lyme, seulement 21% sont positifs à ce test, c'est-à-dire qu'il y a 79% de faux négatifs. Bien sûr, ça c'était l'exemple extrême, mais s'il existe de tels tests de dépistage sur le marché, comment peut-on affirmer que ce test est fiable? Et ces chiffres-là, ils ne viennent pas d'un texte de dissidents contestataires, de charlatans ou d'escrocs. Il a été élaboré entre autres par des personnes qui ont été en fait à la tête ou qui sont encore à la tête du Centre national de référence des Borrelios à Strasbourg. Ils sont quand même assez bien placés pour savoir que les tests ne sont pas fiables. Alors c'est assez bizarre de ne pas le reconnaître aujourd'hui.
Mais pour vous, Marie, quelle est la vérité? Est-ce que vous avez ou pas la maladie de Lyme? Oui, avec tous les symptômes que j'ai, ces tests en partie positifs, oui, je pense que j'ai Lyme. Je pense pas, j'en suis sûre. Mmh. Et vous avez quand même un médecin qui vous croit maintenant? Alors, mon médecin traitant, pour mon médecin traitant de l'époque, non, il n'y croyait pas du tout à Lyme, le neurologue de l'hôpital non plus, la cardiologue non plus, personne ne croyait à Lyme. Et maintenant, oui, j'ai rencontré un médecin qui y croit, et pour la rencontrer, je fais 440 kilomètres aller-retour Oui. Alors pour pouvoir être soignée. ouais, c'est un des paradoxes, enfin des difficultés des malades de Lyme, c'est qu'une fois qu'ils savent qu'ils ont la maladie de Lyme, il faut ensuite qu'ils trouvent un médecin pour les soigner. Et comme il n'y en a qu'une poignée en France, malheureusement, il y a Oui, beaucoup de route à faire. Alors, Marie, je me suis livrée à un petit calcul sur la base de votre témoignage, puisque vous m'aviez communiqué l'ensemble des examens, etc., que vous avez subis. Donc, j'ai répertorié toutes les consultations, les examens et les hospitalisations dont vous avez pu vous souvenir depuis 2010, depuis votre érythème. Je les ai chiffrés au tarif conventionné de la sécurité sociale. Je n'ai pas comptabilisé les médicaments qu'on vous a prescrits, ni les indemnités qui vous ont été versées parce que vous avez dû arrêter de travailler. Seulement les consultations, les examens, les hospitalisations. Et j'arrive à un total de 50 500 € en 4 ans. C'est ce qu'ont coûté tous les examens et les consultations inutiles. Une moyenne de 1 052 € par mois. À titre de comparaison, les antibiotiques prescrits selon l'un des protocoles de l'association américaine ILADS coûtent entre 100 et 150 € par mois. Et s'ils sont pris dès le début de l'infection, 2 ou 3 mois sont en général largement suffisants pour assurer la guérison. Il faudrait que les gens de la CPAM, des caisses primaires d'assurance maladie, fassent leur compte et qu'ils réalisent enfin ce que leur coûte l'aveuglement du monde médical face à la maladie de Lyme. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, les médecins qui soignent les malades de Lyme correctement, en leur prescrivant des médicaments efficaces, et bien, en fait, ils font souvent l'objet de harcèlement de la part des caisses primaires d'assurance maladie. Ils font l'objet de mesures disciplinaires, de blâmes, d'avertissements, et parfois ils perdent leur conventionnement. Donc en fait, pour terminer en fait sur ce témoignage que j'ai pensé intéressant parce que ça permet vraiment de voir ce qui se passe en France par rapport à la maladie de Lyme, ce que nous demandons, nous les associations de malades, c'est que les pouvoirs publics, les caisses d'assurance maladie, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens arrêtent de se tromper d'ennemis. Hein, leurs ennemis ne sont pas les gens qui alertent et qui disent que la maladie de Lyme existe. Le seul ennemi que nous avons, c'est la bactérie Borrelia. Cette bactérie est en train de se répandre en France au nez à la barbe des autorités qui ne font rien, qui refusent de voir ce qui se passe. C'est quand même aberrant que dans le pays de Louis Pasteur, où on est assez fier de notre tradition médicale et scientifique, nos médecins ne sachent pas soigner une maladie infectieuse. Donc Marie, pour la suite de votre parcours, on va vous souhaiter bonne chance, un rétablissement le plus vite possible et merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui. c'est moi qui vous remercie.